accessible pour être en mesure de donner des réponses. C'est comme aujourd'hui, on a contacté mon équipe pour dire il y a une interview. J'ai dit non, je ne suis pas disponible. Et plus tard, on voit la machine à manipulation rwandaise dire que le ministre Mouyaya aurait fui un débat. D'abord, sur le principe, je ne peux jamais débattre avec un terroriste pour rien au monde, quelle que soit la nature du média. Et donc, de ce point de vue, on a des lignes rouges. Alors, je vais terminer en disant qu'avant d'être journaliste, vous êtes des Congolais. Pourquoi nous, on parle de front médiatique, justement? Parce que nous savons que c'est aussi par les médias que passe la manipulation, volontairement ou involontairement. C'est pour ça que nous avons toujours une dimension d'échange et des discussions avec les responsables de ces différents médias au-delà des correspondants locaux. Et lorsque nous leur faisons remarquer que le travail n'a pas été professionnel, ils se corrigent, tant mieux. Mais lorsqu'on fait remarquer et on ne voit pas de correction arriver ou d'amendement arriver, on prend des décisions et on les prendra. Parce qu'il est hors des questions qu'il y ait des médias qui sont censés être sans parti pris contribuent à la propagation ou à la promotion d'une entité terroriste qui est reconnue mondialement et du reste sous sanction. Et donc, le front médiatique dans lequel vous faites partie, c'est aussi ce front qui doit permettre de donner les informations. C'est aussi ces fronts qui doivent permettre de tenir compte de la sensibilité de certaines informations. C'est aussi ces fronts qui doivent toujours se mobiliser derrière nos forces armées, non pas pour en faire l'apologie, mais pour saluer la bravoure de ceux qui défendent la patrie. Le jour où la guerre dans l'Est se terminera, ces jours-là, nous pourrons capter des moyens pour investir dans d'autres secteurs, notamment économiques, et les médias en tireront profit. Parce que cette guerre, il y a un coût quotidien que nous payons. Et aujourd'hui, quand vous regardez la situation générale des médias, elle n'est pas très reluisante. Et il y a un effort à faire que nous ferons à notre niveau. Donc ici, je rappelle, nous sommes en début d'année, nous aurons l'occasion de nous retrouver. C'est pour ça que nous faisons des campagnes d'éveil patriotique pour que nous tous, nous puissions avoir la même lecture. La guerre dans l'Est, ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi. C'est la guerre que l'on fait au Congo et ça dure 30 ans. Avec le président Tshisekedi, nous avons un commandant suprême qui est déterminé, qui marque de points sur 5 fronts, militaire, diplomatique, économique, judiciaire et médiatique. Et tous les Congolais doivent de ces faits se mobiliser autour de lui pour bouter dehors nos agresseurs et nous allons régler nos questions entre nous parce qu'il faut d'abord sauvegarder l'intégrité territoriale. C'est ce qui vaut le plus aux yeux de tous les Congolais. Merci. Monsieur le ministre d'État, allez-y, s'il vous plaît. Merci, monsieur le porte-parole du gouvernement, surtout pour vos réponses pertinentes. Vous savez, la question de l'agression rwandaise devait nous préoccuper au plus haut point. En principe, nous ne devrions pas, nous, Congolais, quel que soit notre statut, poser la question sur un quelconque dialogue avec les terroristes qui tuent nos populations, qui pillent nos richesses, qui violent nos femmes. Nous devrions tous, plus que jamais, nous ranger derrière le commandant suprême. Parce que la guerre qui nous a imposée à l'est du pays n'a pas de couleur. Nous ne devrions pas faire l'apologie de ces criminels. Ce n'est pas ce groupe d'individus qui font la guerre à la RDC. C'est une machination en vue de la balkanisation de la terre de nos ancêtres. Ça devait autant nous préoccuper. Mais c'est pourquoi je réitère une fois de plus tout mon soutien au commandant suprême et à nos frères RDC, vaillants frères RDC, à nos Azalendo. J'aimerais également nous encourager, tous, à pouvoir adopter la même attitude, des fermetés, des rigueurs. Vous voyez comment ces voyous se mobilisent contre nous. Vous voyez comment ils se mobilisent parce qu'ils occupent illégalement nos terres. Et tant que nous allons continuer à penser, à tort, que c'est une problématique
qui concerne uniquement le président Tshisekedi, nous allons un jour perdre cette République. Quel que soit le président qui arrive, avec cet état d'esprit, n'oubliez pas, Mzee Laurent Désiré Kabila a connu ça, Joseph Kabila a connu ça, le président Tshisekedi, ça veut dire que l'enjeu est ailleurs. Affichons de la fermeté. Répondons donc à la question. Mais c'est pourquoi nous allons faire tout pour renforcer le front judiciaire interne et international. Tous ceux qui sont arrêtés dans ce cadre-là seront jugés, condamnés. Et nous allons nous organiser pour ça. Tous ceux qui sont ici à Kinshasa, qui servent de relais avec ceux qui sont au Rwanda, seront appréhendés, jugés et condamnés. Cela dit, la synchronisation, Madame Rachel, vous parlez de la synchronisation des efforts dans la lutte contre la criminalité urbaine. Évidemment, d'abord, il faudrait savoir qu'il s'agit d'une seule opération. C'est le duo, ou mieux, les trios. Le ministre VPM Intérieur, VPM Défense et État Justice. Mais puisque ça se passe en des phases, la première phase, c'est la phase de la prévention. Et la deuxième phase, au mieux la seconde, est la phase de la répression. Ce qui fait que lorsque la police intervient en tant qu'ordre public, agent d'ordre public, le ministre de la Justice ne peut pas s'afficher. Le ministre et la Justice s'affichent à partir du moment où la police intervient comme police judiciaire, parce que bras séculier de la justice. C'est là qu'intervient la justice. Et que de ce point de vue, l'intérieur peut ou n'est pas se présenter à une audience foraine. Donc l'opération Ndobo qui est lancée par le gouvernement de la République à travers le ministre de l'Intérieur, le VPM Intérieur, ainsi que Zéro Kuluna, qui est porté par le ministère de la Justice, en fait, en réalité, ça constitue une seule phase. Pour preuve, nous avons des réunions et le gouvernement est hiérarchisé. Lorsque ces réunions se tiennent, on les tient au niveau du ministère de l'Intérieur. Et donc, nous harmonisons toutes ces actions pour pouvoir les rendre efficaces. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, il y a diminution sensible de la criminalité urbaine. Ce n'est pas par les efforts de seul État Justice. Non. C'est par les efforts aussi bien du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, du ministère de la Défense, il faut même dire du ministère de la Communication. Vous n'imaginez pas combien c'est dissuasif lorsque ces audiences foraines sont diffusées en direct sur la RTNC, sur la télévision, la chaîne nationale. Et c'est ici l'occasion de remercier mon collègue, ministre de la Communication et Médias, pour sa promptitude et son accompagnement. Parce que cette action sans accompagnement médiatique, sans accompagnement de la population, en réalité, ne produirait pas les effets qu'elle produit aujourd'hui. Donc nous avons réussi à synchroniser ces actions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez véhiculer votre micro-baladeur à travers la ville de Kinshasa pour vous rendre compte, évidemment, que les effets sont plus que parlants, sont palpables. Les Quinoises et les Quinois ont pour une première fois passé des moments de festivité en toute tranquillité, parce que des membres du gouvernement, ministre intérieur, défense, communication, justice, la police nationale, le général Kilimba Limba qui a abattu un grand travail, nos forces de l'ordre qui ont abattu également un grand travail, nos FARDC,
ont abattu un grand travail pour que nous puissions en arriver là. État de droit, participation du ministre de la Justice, etc. Vous savez, comme je l'ai dit, on ne construit pas la nation à travers des concepts creux. Respect de ceci, respect de cela, il faut ceci, il faut cela. On tourne autour des concepts. Quand on tue, on ne parle pas état de droit. Quand on tue Jemima. Mais quand le ministre de la Justice, qui est en fait, en réalité, le patron de la justice, active l'organisation d'une audience foraine et y participe comme non seulement ministre, mais d'abord et avant tout comme citoyen, parce que ces audiences sont publiques. Et cette publicité exclut-elle le ministre de la Justice? Mais non. L'indépendance ici du juge, c'est lorsqu'il est dans sa fonction de dire le droit. Ce n'est pas pour rien que je vous ai dit, parmi tous ceux des Kouloune arrêtés, il y en a qui ont été acquittés. Et tous n'ont pas été condamnés à la même peine. Donc la présence du ministre de la Justice, c'est pour, évidemment, se rendre compte, par moments, des difficultés rencontrées sur le terrain, pour pouvoir faire rapport au gouvernement et améliorer. Peut-être que ça peut aussi être la violation du droit de la défense. Et le rôle du ministre, c'est de pouvoir veiller sur tout ça. Violation des droits de mineurs, parce qu'incarcérés, etc. Non, les mineurs, en réalité, ne peuvent pas être emprisonnés. C'est ce que dit la loi de 2010 sur la protection de l'enfant. Les enfants en conflit avec la loi, il y a un mécanisme pour pouvoir les rééduquer. Ils ont des cellules spéciales pour les aider à pouvoir se réinsérer. C'est pourquoi ils ont aussi un juge spécial. Donc dire qu'en RDC, on viole les droits de mineurs, je pense que ce n'est pas vrai. Il y a des tribunaux pour enfants et ces juges font bien leur travail. Dans la plupart des cas, lorsque, au niveau de nos juridictions, on identifie, et ça passe d'ailleurs en direct sur la chaîne nationale, que tel présumé auteur d'une infraction, ça veut dire prévenu, inculpé, lorsqu'on se rend compte qu'il est mineur, généralement, on le met à la disposition de son juge naturel. Donc les juridictions ordinaires ne jugent jamais les mineurs dans notre société. 2500 magistrats, nous allons nous y atteler. Évidemment, c'est la responsabilité du gouvernement de pouvoir recruter le personnel judiciaire, y compris les magistrats. Le chef de l'État, et c'est une première, il y a de cela 2 ans, lancé les recrutements des 5000 magistrats. Les 2500 qui étaient dans un premier temps identifiés ont commencé à prester. Et maintenant, nous travaillons pour que les 2500 autres puissent commencer. Parce qu'il y a un sérieux problème de carence des magistrats, surtout dans les juridictions de l'intérieur du pays. Et ce problème est pris en compte, est pris à bras-le-corps par le gouvernement de la République à travers notre ministère pour que les 2500 autres magistrats puissent commencer. Nous allons avoir des séances de travail avec eux et le chef de l'État a déjà instruit à propos. Nous aurons des séances de travail avec le Conseil supérieur de la magistrature pour que, évidemment, le gouvernement de la République puisse les budgétiser et qu'ils commencent le travail parce que le besoin est là. Il faut que la justice soit dite, mais elle ne peut être dite que si les juridictions, les offices sont pourvus en ressources humaines.
Voilà, Monsieur le ministre de temps. Transfèrement, on n'a pas fini. Je pensais que quelqu'un me poserait cette question-là. On a... Le transfèrement. Répondez-y, Monsieur le ministre, parce qu'on va faire une économie oui, de temps. on a dit, mais écoutez, on transfère des prisonniers parfois en attente, en instance d'appel. On a posé cette question sur les réseaux. Non, mais notre droit donne possibilité, justement, pour raison des sûretés publiques, que des prisonniers soient transférés dans une prison, dans une maison carcérale, loin de leur milieu d'arrestation. Et que de ce point de vue, le prévenu ou le condamné, dans le cas d'espèce, puisse tout simplement interjeter appel à travers le directeur de la prison et que la juridiction initiale compétente puisse en ce moment-là transférer sa compétence à la juridiction du ressort où le condamné est. C'est-à-dire que concrètement, pour ceux qui sont partis dans la Mongala à Ngenga, c'est possible que les juridictions d'Elisala soient compétentes. Alors, Monsieur le ministre, il y a une question qui est arrivée justement dans la série. Comment vous traitez les cas de débordement lorsque vous interpellez? Est-ce qu'il n'y a pas eu des cas où c'était des innocents qui ont été pris dans la foulée parce que c'est une opération de masse? Est-ce que vous avez des cas où certaines victimes peuvent être des victimes, entre guillemets, des cas de vol ou d'extorsion pendant les opérations? C'est la question de M. Skarbal. Bien, en effet, les procédures se font en toute transparence et dans le respect strict des droits des prévenus. Donc, en tout cas, le droit de la défense est garanti. Et ce qui fait que les juges arrivent toujours à détecter que tel a plutôt été innocemment appréhendé et ordonnent la relaxation. Non. Au-delà de la fermeté, au-delà de la nécessité de donner une réponse, parce qu'il y avait beaucoup de plaintes sur le phénomène Koulouna, toutes les procédures judiciaires sont scrupuleusement respectées. En effet, très suivies. Et c'est cela la différence avec les opérations antérieures de lutte contre les banditismes urbains. Parce que, rappelez-vous, il y a eu plusieurs opérations avant nous. Mais nous nous assurons, en tout cas, que ce soit les condamnés. En tout cas, les condamnés qui puissent être transférés dans les prisons. Monsieur le ministre, on va prendre deux questions, une en swahili et... Présidentiel Mwamba, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a signé en date du 31 décembre 2024 une ordonnance portant mesures des grâces collectives. Dans cette ordonnance, il importe d'indiquer les 3 mesures qui ont été prises. La première, c'est la remise de peine. En tout cas pour des compatriotes qui ont été condamnés à moins de 5 ans de servitude pénale. 2, c'est la réduction de peine de 5 ans, en tout cas pour les peines restant encore à courir. Et enfin, c'est la commutation de peine. Et de toutes ces mesures, nous sommes en train de travailler. Il y a l'article 5 qui donne les exceptions à toutes ces mesures. Qui ne peut pas bénéficier de ces mesures? C'est entre autres les cas des viols, des violences sexuelles, des détournements des deniers publics, atteinte à la sûreté de l'État et bien d'autres, enfin, blanchiment de capitaux, etc. Maintenant, le ministre de la Justice, qui a été chargé par le magistrat suprême pour exécuter cette ordonnance, s'est immédiatement mis à travailler sur la problématique, sur l'exécution de cette ordonnance. Parce que ça s'exécute automatiquement. La décision du magistrat suprême s'exécute. Nous n'allons pas attendre. Nous avons mis en place une commission nationale, que j'ai signé cet arrêté aujourd'hui. Et nous avons mis en place des commissions provinciales pour travailler au niveau de province. Et le délai maximum pour libérer les éligibles à la grâce présidentielle est de 3 semaines. Et donc,
d'ici au plus tard la fin de cette semaine, nous allons déployer des équipes mixtes au niveau de toutes les provinces pour pouvoir s'assurer de ceux qui sont réellement éligibles et ceux qui ne sont pas. Et surtout, veiller qu'il n'y ait pas monnayage, de la grâce présidentielle ou des libérations. Et tous ceux qui vont se retrouver dans un cas de figure de corruption, monnayage, seront sévèrement sanctionnés. Et donc, je peux rassurer le peuple congolais que l'ordonnance présidentielle par nos soins sera scrupuleusement, promptement exécutée, au plus tard la fin